Et on continue ce live du Forum des projets urbains et on va parler de l'objectif zéro artificialisation nette, le ZAN, avec d'abord Julien Fausse. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département développement durable et numérique de France Stratégie. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir aussi en plateau Brigitte Bariol-Maté. Bonjour Brigitte. Vous êtes déléguée générale de la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Alors, Julien, vous avez rédigé pour France Stratégie le rapport Objectif zéro artificialisation nette. Quel levier pour protéger les sols? Qu'est-ce que c'est que le ZAN? D'où ça vient? Alors en fait, la question de l'artificialisation des sols, c'est un sujet assez ancien, mais il a été mis un peu dans l'actualité avec la publication du plan biodiversité en 2018. Et nous avions été saisis à l'époque par le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Ville pour essayer d'éclairer ce sujet. Donc l'artificialisation, c'est la transformation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en autre chose, du fait notamment de la construction de maisons, d'usines, de routes. Et ça contribue assez largement à la destruction de la biodiversité. C'est pour ça que ce sujet a été traité dans le cadre de la stratégie biodiversité par le gouvernement. D'accord. Et où on en est en France actuellement de cette artificialisation? Alors, la France a une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'on artificialise un peu plus que ce qu'on peut observer dans d'autres grands pays européens. On est à 47 km² d'espace naturel, agricole et forestier consommés pour 100 000 habitants. En Allemagne, on est à 41. Au Royaume-Uni, dans d'autres pays européens de taille équivalente, on est en dessous de 30. Donc on voit qu'on consomme beaucoup plus. Et en moyenne, on est aux alentours de 20 000 hectares par an de ces espaces naturels artificialisés. D'accord. Vous en avez parlé rapidement, ça pose des problèmes en termes de biodiversité, d'environnement, cette artificialisation des sols. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux économiques? Alors, il y a des enjeux environnementaux. On parle de biodiversité, il y a aussi la question de la séquestration du carbone dans les sols. Si on veut atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, il faut aussi limiter l'artificialisation. Et puis d'un point de vue économique, oui, il y a bien évidemment des enjeux, puisque parmi les causes d'artificialisation, on a la construction, l'immobilier, notamment l'habitat individuel ou collectif. Et donc réduire ou construire autrement constitue un objectif important pour tous les acteurs économiques des filières concernées. Oui. D'accord, je vais me tourner vers vous, Brigitte Bariol-Maté. L'AFNO a publié un avis qui s'appelle Zéro artificialisation nette, une équation complexe pour les politiques publiques. Est-ce que, vous en avez déjà un peu parlé Julien, est-ce qu'il y avait déjà des actions menées contre l'artificialisation et la consommation d'espace avant cet objectif? Oui, tout à fait. C'est un objectif ancien de maîtrise de la consommation foncière qui a plusieurs décennies. Mais il a été revu sous un angle nouveau, d'abord avec c'est un engagement européen qui a été pris en 2011 sur l'économie des ressources, qui se traduit effectivement dans un objectif national via la biodiversité, mais c'est aussi un objectif qui est porté, mis à l'agenda politique par un certain nombre de collectivités qui l'ont fixé comme objectif. Puis enfin, c'est un enjeu qui est à l'agenda politique, puisque c'est aussi une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui va se traduire prochainement dans un projet de loi. Est-ce que vous dites dans cet avis, c'est qu'il y a avant cet objectif ZAN, en tout cas, il y avait des injonctions paradoxales, par exemple avec le De Normandie dans l'Ancien, qui était vraiment un encouragement à ne pas consommer des espaces supplémentaires, mais que par exemple le prêt à taux zéro, le Pinel, était indifférencié. Il y a un modèle économique qui pousse à la consommation des terres. Qu'est-ce que c'est que ces injonctions? Qu'est-ce qu'on en fait? Tout à fait. Et il y a toujours des injonctions paradoxales, puisque le zéro artificialisation nette, et on préfère plutôt le terme de sobriété foncière, qui est peut-être plus explicite, on pourra y revenir, se heurte à des modèles économiques, celui de l'aménagement qui privilégie encore très fortement l'urbanisation en extension par rapport au recyclage qui est plus complexe, plus long, plus coûteux. Donc des modèles économiques aussi de l'agriculture, parce qu'il y a une part aussi d'enfrichement des terres agricoles qui, on va dire, revient aussi à changer les destinations. Et puis c'est aussi
à contrario d'un modèle d'habiter qui est quand même assez largement partagé. Et donc, il faut changer les représentations et les modèles culturels d'une grande part de la population. Donc, ça suppose de la pédagogie, de l'adhésion, qui n'est pas simple. D'accord, ça on va y revenir un peu plus tard. Je vais me tourner de nouveau vers vous, Julien Fausse. Dans votre rapport, vous explorez des pistes d'action pour atteindre ce ZAN. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes pistes d'action que vous avez traitées ? Alors, dans les questions qui nous étaient posées par les différents ministères qui nous ont saisis, il y avait la question de la modélisation. Comment on peut construire des projections d'évolution de cette artificialisation ? Et on se rend compte qu'il y a deux facteurs essentiels qui vont permettre de réduire l'artificialisation brute. C'est la densité des nouvelles constructions et ensuite eh bien le taux de renouvellement urbain, c'est-à-dire la proportion de nouvelles constructions sur des parcelles qui sont déjà artificialisées. Et on voit que quand on joue sur ces deux critères, on peut tendanciellement diminuer par 4 l'artificialisation brute. Et ça, c'est quand même un élément assez central de toute manière si on souhaite atteindre l'objectif de sobriété foncière qu'a évoqué Brigitte. Oui, juste quand vous dites renouvellement urbain, rien à voir avec l'ANRU, c'est vraiment faire la ville sur la ville. C'est ça, c'est faire la ville sur la ville. Alors, sur les questions de définition, que ce soit sur l'artificialisation, renouvellement urbain ou autre, il y a beaucoup de questions à régler, c'est-à-dire qu'il faut absolument se mettre d'accord sur la manière dont on définit l'artificialisation. Je sais que du côté de l'AFNO, ils préfèrent parler d'imperméabilisation. Il y a vraiment des sujets très techniques sur ces définitions qui sont essentielles si on veut atteindre l'objectif. Mais voilà, donc on a identifié ces deux critères, et pour atteindre ces deux critères, c'est-à-dire renouvellement urbain et densification des nouvelles constructions, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a tous les instruments de planification, SCOT, PLU, PLUI, et documents d'urbanisme. Et documents d'urbanisme qui permettent d'inciter ou de contraindre à une densification des nouvelles constructions. Et puis dans le rapport, on évoque aussi toutes les questions de taxation, de modulation des taxes d'aménagement pour là aussi avoir des éléments d'incitation. La fiscalité donc. La fiscalité. Et puis enfin, le dernier point qui a été évoqué par Brigitte, c'est aussi mettre un terme à un certain nombre d'aides à la pierre qui, on le montre dans le rapport également, ont eu des effets assez forts sur l'artificialisation dans certaines régions. D'accord. Brigitte Bariol-Maté, est-ce que c'est la solution de mobiliser les documents d'urbanisme ? Est-ce que ça va passer par ça ? En partie, mais ce n'est pas le seul levier. Nous plaidons beaucoup pour avoir des réponses qui soient multifactorielles. Les documents d'urbanisme sont un levier, mais qui a ses limites. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de cela. Il faut aussi mobiliser toute la dimension opérationnelle, c'est-à-dire le changement des modèles économiques de l'aménagement, des manières d'intensifier intelligemment la ville et l'urbanisation. Il faut aussi travailler sur les projets de renaturation, de nature en ville, de redonner une place, et ça c'est un champ quand même assez nouveau. Et puis on partage l'enjeu tout à fait de moduler les taxes liées à l'aménagement et la fiscalité. Et puis il y a aussi un levier qui est peut-être un préalable, c'est de pouvoir avoir une mesure, une ingénierie qui permette de conduire des vraies stratégies foncières. Donc de notre point de vue, il faut vraiment jouer sur l'ensemble de ces facteurs pour arriver à s'inscrire dans une trajectoire vers cet objectif. Je crois qu'il est globalement partagé, c'est plutôt sur les moyens d'y arriver que les points de vue divergent et que le débat peut se faire. Mais il faut vraiment jouer sur tous ces leviers. Et vous disiez mobiliser les acteurs, et auparavant vous aviez parlé d'impliquer les habitants. Impliquer les habitants, ça passe par quoi ? On parle d'une densification, il faut qu'elle soit acceptable, cette densification. Comment on fait pour avoir une densification acceptable sans rentrer dans le détail ? Est-ce que ça passe par exemple par la concertation, impliquer les habitants dans ces processus ? Tout à fait. Il y a un enjeu d'adhésion de l'ensemble des acteurs de la société. Bien sûr, les habitants eux-mêmes, mais avant les élus locaux qui doivent modifier leurs documents d'urbanisme, leur politique d'aménagement, mais aussi les opérateurs d'aménagement. Donc il y a un enjeu à embarquer tous les acteurs dans le dispositif, et aussi pour les habitants
changer ces modèles de représentation pour avoir des modes d'habiter peut-être plus denses, mais compensés par de la nature en ville, des aménités. C'est une intensification urbaine intelligente qui ne doit pas être la même partout, qui doit tenir compte des dynamiques, des formes urbaines, de la qualité de vie. Donc on est vraiment dans du quantitatif et beaucoup de qualitatif, dans sans doute un peu de normatif, mais aussi du projet. Et il faut vraiment traiter toutes ces dimensions ensemble. D'accord. Dans la note de l'AFNO, vous faites 20 propositions sur lesquelles vous appuyez aujourd'hui pour cette intervention. Et vous appuyez aussi, et notamment sur la séquence éviter, réduire, compenser. Julien, et cette séquence, qu'est-ce que c'est ? Elle n'a pas été créée pour le ZAN à l'origine. Non, enfin c'est un principe juridique assez ancien puisqu'il date de la loi de 76 sur les paysages. Il a été remis au goût du jour avec la loi Grenelle en 2008-2009. Puis il a encore été remis à plat en 2016. L'idée, c'est pour les grands projets qui vont avoir un impact sur l'environnement, éviter au maximum ces impacts, les réduire, et si on ne parvient pas à les réduire, en dernier recours, il faut les compenser. Dans le cas particulier de l'artificialisation, cette compensation entre guillemets, alors moi j'aime pas trop utiliser le mot de compensation dans ce cas-là, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a artificialisé un sol, quand on l'a totalement imperméabilisé... On peut le renaturer une fois qu'il est artificialisé. On peut le renaturer, mais on a perdu une partie des fonctionnalités biologiques des sols. Il ne peut pas revenir à l'état initial. C'est très très long. C'est très très long. Et coûteux ? C'est très long, très coûteux. Nous, on était sur des chiffrages qui allaient jusqu'à 400 € du mètre carré, donc on est loin d'avoir un modèle économique compétitif par rapport à la construction sur une terre libre. Mais cette compensation, voilà, elle est imparfaite, entre guillemets, par rapport à la destruction du sol qu'il peut y avoir auparavant. Mais en tout cas, cette séquence ERC, les principes de cette séquence doivent effectivement être intégrés dans toutes les logiques de lutte contre l'artificialisation des sols, ou en tout cas de limitation de cette artificialisation. Ouais. Alors pour mieux la comprendre, cette séquence, j'aimerais juste qu'on la décompose un peu, et notamment son application au ZAN. Vous nous avez déjà expliqué ce qui est compensé, les problèmes que ça pose. Éviter, c'est quoi dans le ZAN ? Éviter, ça va être ne pas construire de projets totalement inutiles, utiliser préférentiellement une construction sur des parcelles qui sont déjà artificialisées plutôt que d'aller construire sur une ancienne terre agricole ou sur un espace naturel. C'est aussi faire preuve de sobriété dans l'utilisation et la consommation des terres. Et réduire, Brigitte Bariol-Maté, comment on réduit ? Qu'est-ce que la différence avec éviter au final En optimisant les besoins, c'est-à-dire en traitant prioritairement de l'urbanisation sur des friches, en réduisant la vacance, en travaillant sur les gisements de dents creuses, toute cette notion à laquelle on est assez attaché d'intensification urbaine, mais là encore dans une approche qualitative qui tienne compte de la diversité des contextes et des formes urbaines. C'est un travail de dentelle. D'accord. Oui, donc, parce qu'au final, le ZAN, c'est un objectif national, vous l'avez dit, c'est même un objectif européen, mais ce que vous dites tous les deux, c'est que ça va être un travail dans la dentelle. Vraiment, il va falloir aller voir au cas par cas et à une échelle très, très, très précise. Julien, vous l'avez dit, la séquence ERC, pour vous, on doit encore l'appliquer au ZAN, c'est la séquence qu'il faut mobiliser. Brigitte Bariol-Maté, est-ce que, évidemment, en embarquant tous les acteurs, comme vous l'avez dit auparavant, est-ce que c'est toujours la séquence à privilégier ? Alors en fait, nous plaidons plutôt, et avec les associations de collectivités aussi, pour une approche qui serait moins normative, mais plutôt contractuelle, qui permettrait de mobiliser l'ensemble des collectivités autour de la dimension de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, qui est un levier essentiel, mais aussi autour de stratégies de densification urbaine plus opérationnelles avec des secteurs d'intervention privilégiés, des stratégies de renaturation de nature en ville qui permettent aussi de rendre acceptable cette intensification, et puis le besoin de mesures de suivi, évaluation, d'ingénierie. Et ça nous semble être cette approche
un peu double, projet et normes incitatives et qualitatives, plus à même d'emmener l'ensemble des acteurs autour de cet objectif. D'accord, la séquence ORC, on s'appuie dessus, mais on va au-delà. On fait. D'accord. Est-ce que peut-être on va finir sur une note un peu positive et une note d'espoir peut-être. Julien, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves à l'étranger ou qui ont été mises en place à l'étranger et qui pourraient nous apporter d'autres visions et d'autres solutions? Alors, en fait, à l'étranger, dans les pays européens, le sujet de l'artificialisation n'est pas forcément pris exactement de la même manière. On traite beaucoup de l'étalement urbain, la limitation de l'étalement urbain, mais l'artificialisation telle qu'on l'a définie ou qu'on l'utilise en France, c'est un peu plus rare. Il y a des pays qui ont mis en place des cadres législatifs réglementaires extrêmement stricts. Je pense à la Suisse où on a des logiques au niveau du canton de consommation des terres qui sont extrêmement strictes. On a aussi dans certaines landes en Allemagne des mesures fiscales qui sont très incitatives, qui vont vraiment viser la densification en jouant sur l'équivalent des taxes d'aménagement. Donc on va dire des pratiques qu'on peut difficilement calquer sur ce qu'on fait en France. Mais pour reprendre vraiment, je pense, le fil conducteur de tout ce qu'on a dit, le point essentiel et central, c'est vraiment l'adaptation de cette limitation de l'artificialisation au contexte local. On ne va pas lutter contre l'artificialisation de la même façon dans une grande métropole où il y a déjà beaucoup de densité urbaine, ou dans une petite commune périurbaine ou rurale où la question de la densification, ce sont des lotissements qui sont pris sur des terres agricoles. Et cette question de gouvernance locale, elle est vraiment centrale si on veut atteindre l'objectif ZAN. Eh bien, écoutez, Julien et Brigitte, merci beaucoup de vos interventions et de nous avoir un peu éclairés sur cet objectif et sur comment on fait pour l'atteindre. Restez avec nous, le live du Forum des projets urbains, ça continue.